Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Éric et Jean-Marie. Je vais leur laisser le soin de se présenter, mais c'est des gens qui sont sous l'œil du public, c'est des gens qui sont souvent dans les médias. Et c'était une dynamique à trois, donc ils ont tous les deux parlé de leurs problématiques, comment ils les ont surmontées. Et c'était une conversation super agréable, super le fun, on a vraiment beaucoup ri, puis c'était vraiment une belle rencontre. Je vous rappelle de mentionner le podcast un peu partout où vous êtes. Je trouve ça toujours le fun quand j'entends les gens me dire qu'ils partagent le podcast avec des amis, avec des collègues de travail. Peut-être aussi laisser un commentaire sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Laisser un review, donc les étoiles, les thumbs up ou autres. Moi, ça me fait plaisir de voir ça. Et sur ce, sans plus tarder, je vous laisse avec Éric et Jean-Marie. Bonne écoute. Bonjour, messieurs. Salut! Bon, hey, bonjour! Je suis avec Jean-Marie et Éric aujourd'hui. On va faire ça un peu en trio, en dynamique à trois. Donc, peut-être. Un trip à trois. Ouais, OK. Alex, If you want. je t'avertis tout de suite avec Éric. Ouais, ça Ouais, vient ça toujours va un peu. rocker. Éric R. C'est un peu, toujours un peu sur le bord, Jean-Marie. Elle. C'est tellement qu'on va déraper là-dessus, mais il y aura tellement de double sens, mais c'est correct. C'est merveilleux. Je C'est ça que juste- j'ai dit. Je veux juste vous rassurer, les gars, c'est du café que je bois. Fantastique, Ouais, fantastique. Tu t'es allé accrocher dans le nez. Oui, vraiment. Comme dans le bon vieux temps. Comme dans le temps quand je prenais un verre. Justement, parlant de ça, on va commencer par toi, Éric. Ouais, donc. Tes premiers contacts avec les substances, ça commence où? Écoute, c'est très jeune, mais chez nous, c'était une. Jean-Marie, ça devait être comme ça. Chez nous, c'était un méchant party, là. Tout le monde avait du fun chez nous. Fait que c'était un alcool joyeux Oui, à la maison. c'était. Oui, absolument. C'était festif chez nous. Mm. Et j'aimais beaucoup ce que je voyais. Il n'y avait pas nécessairement de dérapage terrible, bien que j'ai vu quelques personnes se baigner en brassière dans la piscine chez nous. Mais ça, Un c'était classique. Un pas... classique. Oui, c'est ça, exactement. Mais sinon, c'était toujours agréable. Et ça a été, je te dirais, mon premier attrait. Et la première fois que j'ai pris un verre, c'était pour faire rire un de mes chums, parce que j'avais vu un film de Jerry Lewis qui était Tiens bien la rampe. Et Jerry Lewis, dans ce film-là, il rencontrait un cosmonaute russe. Et il était deux, puis lui, il arrivait avec sa femme, Jerry Lewis, qui était absolument magnifique. Et ce cosmonaute-là est un alcoolique. Mais tu sais, dans le temps, c'était drôle, un alcoolique. Oui, Tu sais, oui, c'était vraiment très drôle. Et lui, il avait une machine qui faisait, avec des capsules, il buvait de la vodka. Et j'ai pris une grosse bouteille de vodka et j'ai fait ça à mon chum. T'as répliqué ça. J'ai répliqué ça et ça a été ma première brosse. J'ai été très malade en me disant que jamais plus j'allais reprendre de l'alcool, mais c'est une promesse d'ivrogne, comme on va dire. Oui, exactement. Puis tu sais, souvent, tu parlais de la boisson festive. Moi, il y en avait beaucoup. Puis moi, c'était un oncle, moi, qui m'avait... Ah ouais? il en mettait un peu plus dans un verre de vin, tu sais. Puis là, il Mais moi, savait qu'en me déplaçant, il fallait que je prenne 2-3 sips. Puis à la fin de la soirée, j'étais Mais moi, mon père est français. Fait que le vin aussi, tu sais, on y mettait un petit peu d'eau dans notre vin ou l'inverse, là. Oui. Fait que non, c'est ça, l'alcool était pas banni chez nous. C'est ça. Puis t'avais pas, tu sais, l'alcoolique notoire, tu sais, Non, le non, mononcle ou le grand-père. J'avais un grand frère qui était un peu comme mon grand frère, qui lui était très alcoolique. Il en est d'ailleurs, je te dirais, indirectement décédé. Et tu sais, il arrivait chez nous le soir, puis il se commandait une pizza, puis c'est moi qui allais payer le livreur parce qu'il était trop chaud. Oui. Puis j'étais très près de ce gars-là, je l'adorais. Mais ça me donnait pas une idée négative de l'alcoolisme à ce moment-là. OK, fait qu'il n'était pas stigmatisé Non, ou non. tu sais, démonisé. Ou... J'ai vu, par exemple, à un moment donné, un gars qui est venu travailler chez nous. Chez nous, mon père, pendant longtemps, engageait du monde extérieur pour bâtir la maison. On est parti d'un chalet, puis c'est devenu un château. Et ce gars-là, à un moment donné, il avait bu du parfum. Et j'avais vu ce que c'était vraiment quelqu'un qui avait un problème d'alcool, parce que, écoute, son sternum se centrait puis ressortait. Là, il était en crise. Et il fallait, imagine-toi, cacher nos bouteilles de parfum, tu comprends? Ouais, puis là, ben ça, c'est le swing extrême. Oui, là, tu sais, ouais, c'est ça. J'avais jamais été exposé à ça. Ouais. Ouais. Toi, Jean-Marie? Ben, écoute, avant d'aller plus loin, Alexandre, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut se nommer. Est-ce qu'on garde l'anonymat? Parce que les gens vont reconnaître nos voix puis ça va Absolument. les gosser. Puis, mais, écoute, Parce qu'on n'est pas dans un meeting anonyme, là. Absolument. Puis moi, j'ai fait un exercice volontaire de me dissocier dans mes premiers épisodes pour me dissocier des fraternités simplement par respect pour elles.
Et ça devient ton épisode à toi, Jean-Marie. Fait que c'est Parce pas que moi qui va le faire. Non, mais en même temps, si les gens nous écoutent puis reconnaissent nos voix, ils vont gosser tout le long pendant la première demi-heure à savoir c'est qui. Alors moi, c'est Jean-Marie Lapointe. Oui. Et est-ce que Éric, tu te mouilles? Oui, moi c'est Éric Lapointe. C'est mon frère. On est vraiment des frères, je le savais. Non, Ah ouais, non. on le sentait. Oui, c'est ça. Non, moi, c'est Éric Rémy. Oui. Eh boy. Bon, alors, à cette heure que tout le monde sait qui on est, Oui. vous savez très bien que mon père, c'est Jean Lapointe et le père de Éric, c'est Édouard Rémy. Oui. Et d'ailleurs, Donc, c'est ce qui deux avait... légendes de l'époque. Ben oui, puis c'est comme ça qu'est arrivée l'idée de faire la série, l'émission de télé Les Fils à Papa, qu'on a faite pendant 3-4 saisons à TQS à l'époque, parce qu'on était deux fils de personnalités connues qui Oui. étaient dans le showbiz, des icônes. Et on a vraiment eu du fun. C'est pour ça que nous, quand on se revoit, c'est toujours la complicité. Puis quand tu m'avais demandé accepterais-tu de faire un podcast avec moi, je dis oui, mais j'aimerais ça le faire avec Éric parce que, c'est un plaisir à chaque fois que je vois Éric. Et t'amènes une autre couleur dans la discussion au niveau de l'addiction, de la dépendance, quoi que ce soit, parce qu'on est tous les deux des ex-consommateurs. Et j'assume qu'il y a un overlap. Si vous êtes de bons amis, j'assume que dans votre parcours, ça va à un moment donné pas se plier sur les pieds, mais vous allez vous croiser dans votre actif? Oui. Oui, mais sans jamais savoir. Oui, sans savoir que l'un était dépendant. Ça, c'est écœurant. Non, ça, c'est intéressant. Ben oui. Puis, dans les années où on faisait, par exemple, Les Fils à Papa, en fait, les années qui ont précédé Les Fils à Papa, on s'est croisés souvent parce que Éric, lui, c'était le spécialiste des entrevues du showbiz, des reportages. Il écrivait, il faisait des chroniques à la radio, télé. Il était partout. Mais t'as clairement ça dans le sang aussi. Ouais, je veux dire, c'est de l'ADN de... C'est ça. Puis Jean-Marie, c'est la vedette montante, le beau gars musclé. Il y a rien. Forme. En forme. Écoute, il me fait chier. Oui. Mais non, mais je comprends. Moi, je suis un rondouillard, puis lui, c'est un muscllé. Oui, mais avant, j'étais un rondouillard. Oui, mais là, c'est encore plus chiant, parce que t'es un ex-rondouillard. C'est vrai que je suis un ex-rondouillard, puis si tu regardes notre ex-maire Coderre, Denis, qui a perdu pas loin de 100 livres, ben, m'a dire, ça, c'est plutôt impressionnant. Ben, c'est à peu près un genre de métamorphose grâce à la boxe que j'avais fait. Mais dans ces années-là, j'étais abstinent total. J'avais toujours eu peur de consommer des substances. De par ma mère qui en est morte. T'es tombé dedans quand t'étais petit, hein? Tombé dedans. Mon père est alcoolique. Il a arrêté de consommer. Il a donné son nom à la maison Jean Lapointe. Il a arrêté de consommer, t'avais quel âge? Bien, papa a été on-off dans mon enfance. Il y a eu des périodes d'abstinence puis des rechutes. Okay. Mais je dirais que vers l'adolescence, c'est là qu'il y a eu vraiment un éveil. Il a arrêté de consommer. Il s'est impliqué à la maison Jean Lapointe. Ça a porté son nom. Donc, j'ai connu des longues périodes d'abstinence de papa. Et ça a été déterminant parce que ça renforçait aussi l'image que, hey, tu peux avoir du fun en maudit sans te péter à face dans des substances. En même temps, est-ce que ça démonisait la substance aussi? Oui, moi, j'en ai eu peur une grande partie de ma vie. Jusqu'à l'âge de 34 ans, moi, du pot, de l'alcool, non. Une fois par accident, j'avais pris de l'alcool parce que j'étais curieux puis que j'étais à l'école puis il y a quelqu'un qui m'avait fait goûter un genre de vodka, whatever, puis je l'avais recraché. J'avais pas aimé le goût. Puis, j'associais ça, évidemment, à du drame, à de la tristesse. Absolument. Je pouvais pas imaginer quelqu'un qui avait le vin joyeux. Pour moi, alcool égalait détresse, désastre. Drame familial aussi. Donc, pour moi, c'était clair que aussi inconsciemment, je me regardais aller, je me dis, moi, je suis moindrement intense, comme mon père, comme ma mère. S'il faut que je tombe là-dedans, j'avais cette peur inconsciente-là. Alors, jusqu'au jour où la peur diminue de plus en plus au profit de la curiosité. Et là, à ce moment-là, je suis avec une fille. Mais à 34 ans. Oui, mais on est mariés, je suis dans une relation stable, ça va bien professionnellement. Je me dis, qu'est-ce que je risque? Je risquais gros, mais je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que je risque? Je suis dans un environnement sécuritaire. Je suis avec ma femme, des amis, un couple d'amis, et c'est là que j'ai fumé du pot pour la première fois. Et j'ai allumé comme un estifi d'arbre de Noël. Mais j'ai vraiment allumé. Pour moi, ça ne m'écrasait pas, mais ça me stimulait. Et là, je venais de découvrir quelque chose qui allait transformer ma vie à jamais. Comme l'Eldorado, là, tu fais comme... Complètement. J'ai manqué toutes ces années-là. L'épiphanie, comme on dit. Ben oui, exactement. Tout de ton côté... moi, j'étais un petit Christ, tu comprends? Moi, j'ai tout essayé. Moi, je suis un aventurier. Oui.
Quand j'ai vu, c'était les années aussi de drogue, de potes et ainsi de suite, puis rapidement, moi, je suis tombé là-dedans, j'ai eu du fun. Moi, je suis un gars, même avec le vin, j'ai eu le vin gay, moi, j'ai toujours eu du fun à consommer, pas à la fin, bien sûr, là, mais pendant cette affaire-là, ça a été un méchant party. Là. Tes relations, mettons, comme avec l'école, les relations académiques, moi, je sortais par les fenêtres de ma classe parce que je voulais faire rire le monde. Moi, je suis un humoriste un peu frustré, je te dirais, mais j'étais toujours en train de faire quelque chose, faire rire mes amis. Puis quand je suis tombé dans les drogues, j'ai trouvé ça le fun. Pas mon entourage, en tout cas, pas mes professeurs sûrement, là. Mais moi, j'ai eu du fun là-dedans. Puis ça a pris du temps avant que ça soit plus le fun. Là, fait que tu dirais que... Parce que moi, j'assume qu'on va arriver à Jean-Marie puis que ça va être comme un concentré, tu sais. C'est l'impression que ça me donne. Parce que si tu le découvres à 34 ans, probablement que c'est comme si tu mettais ça, c'est no pun intended, qui dit c'est speed, là. Ouais. Pow! Tu sais, ça... si tu tombes sa grosse guerre. Ben oui, tu sais, si j'ai manqué 20 ans, alors que, tu sais, toi, tes premiers contacts se font très jeunes. Très jeune, ben, c'est comme un ramp down. Oui. Puis tu parlais, c'est drôle parce que moi, j'ai un mélange des deux. Il y avait l'alcool joyeux avec des oncles notoirement ayant le coude léger. On appelait ça des fêtards. Puis de l'autre côté, à ton image à toi, Jean-Marie, moi, j'avais lu, je dis souvent ça, mais j'ai lu Christianeff et l'herbe bleue super jeune. Ce qui fait que cette démonisation-là de la substance, par contre, moi, c'est pas arrivé à 34 ans, c'est arrivé comme à 18-19 ans, mais avant ça, au secondaire, pour moi, c'était des junkies. S'ils fumaient un joint, le lendemain, ils se piquaient dans les yeux. C'était presque ça. Je le voyais de même. Puis ça a été long, parce que, évidemment, la boisson, je pense qu'on peut s'entendre là, que jusqu'à récemment, la boisson était tellement banalisée sur les dommages qu'elle pouvait avoir dans la vie des gens. Toi, tu le vivais, Jean-Marie, là, de front, là, mais... Lui, t'étais témoin tous les jours de ça. Là, mais les autres, là, encore, là, comme je dis, là, jusqu'à récemment, où la sobriété comme à la mode, là, c'est le fun de dire que tu bois pas puis de boire un mocktail. Là, mais jusque-là, on voyait pas vraiment ce que ça pouvait faire comme dommage. Ou en tout cas, à moins des exemples. Moi, j'entendais ça, là, quelqu'un qui fait fondre du shoeshine pour boire ou que mon grand-père avait vu quelqu'un boire de l'huile de Floride en cachette. On est passé, à l'époque, on appelait ça des ivrognes, tu sais. Oui. Puis maintenant, on parle simplement de gens qui, soit, après ça, c'est des alcooliques ou des gens qui ont des problèmes de dépendance. Puis tu sais, le spectre de la dépendance est très large. Absolument. Parce que si tu développes une dépendance à quelque chose, que tu fermes la porte à cette dépendance-là, ta dépendance, elle cherche une autre porte, là. Oui. Fait que c'est là que tu t'aperçois d'abord de l'importance d'adresser le problème et surtout d'être très vigilant à ce que cette maladie, parce que c'est une maladie mentale, je pense que c'est clairement établi d'ailleurs par l'OMS, que cette maladie mentale qui habite ceux qui sont des dépendants, ben, il faut que tu vois où est-ce qu'elle t'amène, là. C'est quelle porte qu'elle essaie d'ouvrir, puis pourquoi? Oui, puis sur quelle porte elle pousse, c'est ça. C'est que quand t'en as fermé une, elle pousse à une autre porte. Clairement, là, clairement. D'ailleurs, chez nous, je te dirais, pour revenir un peu en arrière, tu sais, mon père n'était pas un dépendant d'alcool ni de drogue, mais c'était un ergomane, ce qu'on appelle un workaholic. Puis il était aussi, je te dirais, ce qu'on appelle de l'ivresse mentale. Il pouvait se lever le matin et décider de démolir un mur puis d'en rebâtir un autre, de changer sa Cadillac aux 3 semaines, de partir dans le sud avec une pitoune. Tu sais, c'était ça, l'étendue de sa maladie à lui. Mais tu sais, combien de personnes ont ça? Des extrêmes. Absolument. Et c'est pas identifié comme étant de la dépendance, mais c'est des comportements qui peuvent éventuellement être associés à. Je dis souvent que j'ai entendu souvent ça de la part de personnes intenses. Puis tu viens de prendre un ergomane. Oui. Merci. Oui, c'est le mot du jour. Il est toujours bon, Éric, pour m'éduquer. Je sais. Pas toujours des bonnes choses, mais en tout cas. Ton éducation sexuelle, c'est pour moi que ça non, mais je t'ai vu aller, puis je vais te dire que j'ai pris des notes à faire ou à ne pas faire. Mais moi, j'ai souvent entendu cette expression-là de les gars qui étaient super intenses. Puis j'ai un de mes amis, Jean-Pierre Chiasson, qui a fondé la clinique au départ. Le docteur Jean-Pierre Chiasson, que j'adore. Et il me dit, puis je suis exactement ça, que moi, j'ai 2 vitesses. J'ai le turbo puis le reculon. Ben oui. C'est tellement ça. Et que ces types de personnalités-là ne leur donnent pas des substances parce que s'ils accrochent, ils peuvent en mourir. Moi, je dis que j'étais un top. J'étais un tout ou pas un tout. Tu comprends? C'est la même chose. Ben non, mais moi, c'est drôle. Au fil des entrevues, j'ai compté aux gens que moi, j'ai déjà vomi des bonbons. Là. Je me suis déjà assis avec un plat de Jelly Bean. C'est ça.
T'en manges un, t'en manges 10. Un sac puis à un de moment donné, chips, tu là. tournes. Ben moi, oui, moi, ben oui. il va manger une méchante volée, là, si je Mais me... être couché en boule, là, parce que, tu sais, ma blonde, elle me regarde, t'as pas de fond à soir? Non, pas de fond. C'est ça. Tu sais, le fond, c'est que je suis couché sur le sofa, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, cet esprit-là, là, et souvent, c'est quelque chose qu'il faut que je jongle avec. Souvent, ça fait des choses extraordinaires, comme le podcast. Oui. Tu sais, que c'est un élan, c'est un swing. Puis là, le monde me regarde, tu sais, il fait faire des collants, des logos, tu sais, il est parti, là. Puis un de mes amis me l'a dit encore hier. Il dit ça, là, Alex, c'est ta dépendance. Je dis, oui. Il y a des transferts. Il y a des transferts de dépendance. Il y a des bonnes dépendances, même si c'est une dépendance. Tu sais, aller s'occuper de soi, c'est une bonne dépendance. Tu sais, prendre du temps pour soi, essayer d'abord de bien identifier c'est quoi notre maladie, puis ensuite la traiter au fur et à mesure. Ça serait une journée à la fois. Hein. Il y a un programme qui le dit très bien. Un programme en 12 étapes. Puis, tu sais, si tu mets la même énergie à te guérir que tu mettais à te détruire, tu vas avoir une vie absolument extraordinaire. Là. Fou, oui. Et dans ton cas à toi, Éric, quand est-ce que ça commence à être moins le fun? Bien, dans la vingtaine, je te dirais, il y a 2 temps dans mon affaire. À 25 ans, ben, tu sais, je suis sur le party, ça va bien, je suis vedette d'une station de radio, je tombe en amour avec une fille, je suis dans les substances à ce moment-là, la petite poudre magique, la poudre blanche, donc la cocaïne. Ça me va super bien, je perds du poids. Écoute, tu comprends, puis t'es hyper, je travaille fort, ça va bien. Vous connaissez-vous à ce moment-là? Oui. C'est-à-dire, oui, mais on n'est pas des chums comme on l'est aujourd'hui. OK. Pas encore à ce moment-là. Puis la fille, elle me sac là, c'est parce que je suis ben trop intense, je suis ben trop extrême, puis je tombe dans une peine d'amour, puis je décide d'en finir. Et, de te passer? Oui, là. de me passer, exactement. Je ne vais pas donner de détails de la chose, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu un éclair de lucidité pendant ma tentative de suicide que je me suis retrouvé. Mon père a appelé mon oncle était dans une fraternité. Cet oncle-là en a appelé un autre qui était aussi dans une fraternité qui s'occupait du programme d'aide d'employés d'une énorme compagnie. Puis ils m'ont amené à la maisonnée d'Oka où j'ai fait une première thérapie. Je dis une première parce que ça, c'était vraiment une désintoxication. Et je suis sorti de là en pensant que mon problème était réglé, mais il l'était pas. On avait mis un plaster ou en tout cas, on m'avait mis un plaster, puis j'ai pas adopté ce qu'on m'avait... Tu sais, les outils. J'ai pas utilisé les outils qu'on m'avait donnés. OK. J'ai rapidement... Tu sais, on retombe... Le naturel revient rapidement, souvent, là, tu sais. Et je suis retombé là-dedans, mais j'ai substitué ma dépendance, je te dirais, aux substances, au travail, au succès, au sexe, à la célébrité, et ainsi de suite. Et je me suis pas vu aller pendant ben des années. J'allais bien, moi. Et donc, tu étais abstinent de substances, mais tu avais... Des fois, je m'échappais, tu comprends? Ouais. Il y avait un party, j'en buvais trop. Mais tu n'appelais pas ça une rechute? Je n'appelais pas ça une rechute. C'était correct. J'avais l'impression que j'avais passé à travers ce problème-là. Oui. Et c'est revenu de façon insidieuse, je te dirais, vers la fin, mi-cinquantaine à peu près. Petit verre de vin sur la terrasse, la vie va bien. J'étais avec ma femme de l'époque, on a une grosse famille, puis le soir, pour se reposer, on prend un verre de vin. Puis j'aime bien le vin blanc, ça va bien. 1 verre, 2 verres, 3 verres. À un moment donné, c'est plus une bouteille, c'est 2 bouteilles. À un moment donné, c'est plus 2 bouteilles, c'est le vignier. Puis je me suis aller, tu sais. Une fois que tu as connu le mode de vie, on va parler de mode de vie. Tu connais ça, là, c'est ça. T'es fourré, là. T'es fait. Tu peux plus te mentir, tu comprends? Tu te vois aller. Et je me suis vu aller, puis il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, qui m'a rappelé d'où j'étais, d'où je venais à l'époque. Puis j'ai fait, pourquoi je ne retourne pas là, tu comprends? Pourquoi je ne retourne pas à ce mode de vie de sobriété? Parce que déjà, j'avais entamé une remise en forme. Moi, je marche 10 km par jour, tu sais. Puis je trouvais ça idiot de marcher 10 km par jour, puis le soir, de boire 2 bouteilles de vin. Scraper ça, là, c'est ça. Scraper ça totalement. Et c'est donc devenu une priorité pour moi de m'occuper de moi à partir du 4 janvier 2016, où j'ai arrêté toute substance. Puis tu sais, puis vivre l'abstinence, c'est une chose, vivre la sobriété, c'en est une autre. Absolument. C'est quoi la différence? Bien, l'abstinence, c'est que tu arrêtes de consommer quelque chose, et la sobriété, c'est que tout ton mode de vie, tout ton mode de pensée, d'agir, se fait dans la sobriété. Il n'y a plus d'éclat. Je n'essaie plus d'attirer l'attention quand je suis dans un endroit par insécurité personnelle, parce que c'est mon réflexe normal. J'essaie plus de faire les choses rapidement. J'essaie de... Il y a des slogans aussi dans oui, ce mais mode c'est de ce que vie-là. j'allais dire, c'est qu'on se sent forcé d'emprunter
du vocabulaire, de la littérature de ces fraternités-là, parce qu'on pense à l'attrait plutôt que la réclame. Oui, je pense que ça fait partie de façon d'agir de façon sobre dans sa vie. Mais moi, mes 5 clés, puis elles sont évidentes, puis pour ceux qui connaissent le mode de vie en 12 étapes, vous les connaissez certainement, c'est vivre et laisser vivre, penser, méditer, penser, par la grâce de Dieu, l'important d'abord et agir aisément. Si j'ai ces 5 clés-là dans ma vie, puis que je m'en sers, parce que, tu sais, des fois, le set de clés, tu l'as pas à portée de main, mais si je réussis à me servir de ces clés-là, je vais passer à travers n'importe quelle porte, là. Oui, exactement. C'est la différence entre faire le programme puis vivre le programme aussi. C'est ça. Moi, je le vis en ce moment. Donc, c'est ça la différence, Jean-Marie. Très bien dit. Puis, je vais juste fermer ça, mais vas-y. est-ce qu'avant ça, Éric, il y avait eu des semences de... Christ, je m'en vais pas dans la bonne direction. Oui, mais tu sais, tu comprends, t'es pas niaiseux, là. Mais pas nécessairement. Tu sais, tu dis ça comme si c'était acquis, mais t'as raison. T'as raison. Il y a des gens qui se voient pas aller, mais moi, je me suis vu aller. Oui. Je me suis vu aller. Pas toujours, par exemple. Il y a des bouts où tu dis, ben non, c'est pas grave. On est un peu trop pris hier, puis c'est pas grave, puis demain. Puis tu sais, moi, j'étais pas un alcoolique, parce que je suis un alcoolique toxicomane. Et j'ai aussi découvert à travers ça de la dépendance affective, parce qu'il a fallu que je nettoie toutes mes dépendances. Il a fallu que je fasse le tour de tout ça. Et ce que ça a fait pour moi, c'est que je te dirais que j'ai vu le portrait d'Éric. Puis Éric, là, autant dans le temps je le détestais, autant maintenant j'ai beaucoup d'accueil pour lui. Je le comprends. Tu sais, c'est des blessures, c'est des choses qu'on m'a transmises d'une certaine façon, puis c'est des choses avec lesquelles je dois composer aujourd'hui. Tu sais. Alors, j'accueille Éric. Il n'est pas parfait. Tu sais, astique, il n'est pas parfait. Mais au-delà de ces particularités, on parle de dépendance, et on va dire les mots, les défauts, il y a des qualités bien plus grandes que ces défauts là aujourd'hui. Bien, comme tu disais, si tu appliques ce même faux pli-là dans le bien, c'est fou. Il n'y a pas grand-chose moi, qui va me résister si je mets la même énergie. Là, qui est les gens vont utiliser... il y a un anglophone qui m'avait dit, can you tone the passion down a bit? Oui, c'est ça. Tu peux-tu baisser un peu le volume? Oui, c'est ça. Baisse de 2 ta passion, parce qu'on va appeler ça de la passion. Mais en fait, ça fait que si je me mets à triper, puis fait vécu, sur les cerfs-volants de traction, je connais mieux ça que le gars à la boutique à Varennes. Tu comprends? Je deviens un maniaque. J'ai parlé avec le gars ici. Là, on est à Laval ici, il faut le dire. Là, ça s'appelle le studio qui est annexé à la bibliothèque municipale. Et ils m'ont fourni un local. C'est vraiment des gens géniaux. Et j'ai eu une conversation 15 minutes avant que vous arriviez. Je connaissais plus la compagnie Road, puis l'agencement. Puis, moi, je suis tombé dans la choréophilie. Écoute, j'aurais pu donner des cours à Jacques-Yves Cousteau. Je veux pas aller là, mais il y a des sujets que, tu sais, comme ça, par exemple, c'était un excellent exemple parce que je fais juste voir sur le web, tu sais, croiser du coin là, puis non, tu sais, parce que... Mais c'est le tout ou pantoute dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et c'est essayer, justement, d'être dans l'équilibre. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais essayer de, tu sais, la sobriété, c'est aussi ça, tu sais. Ben oui. À un moment donné, je te donne un exemple. J'avais décidé de commencer à réparer mon char. J'ai un vieux char, puis je l'aime. Puis je voulais continuer à l'avoir longtemps. Puis je me suis mis dans la tête que j'allais m'équiper pour le réparer moi-même. Je suis équipé comme un garage. Je suis malade, là. Ben oui. Tu sais, c'est parce qu'en rétrospective, tu regardes ça, tu fais, Éric, où c'est que tu l'as échappé? Tu sais? Et as-tu été capable de le réparer, ton maudit char? Ben, il y a un bout que j'ai fait, puis il y a un bout que je suis pas capable. Tu comprends? Je suis pas un professionnel dans le domaine, mais j'ai été capable quand même. Mais tu sais, j'ai des rampes, j'ai des jacks. C'est quand tu rouvres la porte, tu sais, c'est quand... mais c'est sûr. Puis des fois, là, c'est après, mettons, 1 mois ou 2, là, tu descends, mettons, dans le sous-sol, là, tu descends, tu sais, où est-ce que tu as parti en chire, là. Puis là, tu rouvres comme la porte, mettons, de ton garage, puis tu dis... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'ivresse mentale aussi. Tu sais. Oui. L'ivresse mentale, parce que même en étant abstinent de toute substance, ça m'arrive des fois de partir, de perdre la tête, tu comprends? T'es pas guéri, je peux te le dire tout de suite. Hey, c'est tout nouveau. C'est un job à plein temps, s'occuper de Attends, j'arrive à toi, Plante. Je ne suis pas plus. Moi, ce qui me définit, c'est que je suis un gars passionné en quête d'équilibre. Je suis pas un gars équilibré qui se cherche des passions. C'est vraiment ça. Et cette quête d'équilibre, c'est ça ma vie. Parce que des passions, des projets, je suis un dopaminomane. J'aime la dopamine, j'aime l'intensité, j'aime la passion, j'aime tout ça. Mais j'apprends avec le temps à amener de l'équilibre, puis de la douceur, puis de la bienveillance. C'est ce qui me sauve. Fait que les portes de la lumière se rouvrent à 34 ans quand tu fumes un joint dans un souper d'amis. Ouais.
Ça prend combien de temps avant que ça devienne un problème? Tu sais que je vais te dire quelque chose avant d'aller là, puis Ouais. on va comprendre pas mal, bien d'affaires, pas juste sur ma vie, mais sur la vie des gens qui souffrent d'une dépendance. Moi, je pense que je suis à la base, depuis ma tendre enfance, des souvenirs que je suis capable d'aller chercher dans ma tête, dans mon petit cœur d'enfant, c'est que je suis un être extrêmement anxieux et peureux. J'ai peur. J'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on ne m'aime pas, j'ai peur que mes parents se séparent, j'ai peur que mon père meure dans un accident d'auto parce qu'il y en a déjà eu un avant que je vienne au monde, puis il a failli mourir, puis probablement qu'il était assez alcoolisé à ce moment-là. Puis t'en entends parler quand t'es jeune. Oui, là. oui, puis je vois les cicatrices sur le ventre de mon père, puis je comprends qu'il y a eu un grave accident. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et aussi, on est des boules d'émotions, les enfants. Tu ne peux pas leur en passer une vite au niveau du senti. Alors, quand tu vois dans les yeux de ta mère de l'inquiétude parce que ton père n'est pas là, tu ressens cette inquiétude-là. Et le grand docteur Gabor Maté, qui est un spécialiste de l'addiction, qui est à Vancouver et qui soigne dans le Downtown East Side les plus poqués, Ouais. les plus démunis. Sa clientèle meurt. Sa clientèle, c'est des junkies, c'est des prostituées, c'est des gens dans la rue. Et qui dit que lui-même, il a été capable d'identifier que la cause de l'addiction de toute sa clientèle, c'est des souffrances, c'est de l'abandon, c'est de la peur, c'est des blessures. Et lui-même, en tant que fils d'une famille juive, qui a survécu, lui, à la Deuxième Guerre mondiale. Il était tout jeune bébé quand sa mère le tient dans ses bras. Et on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands envahissent l'Europe et ils sont en train de faire ce qu'on fait aux Juifs, on le sait. Ils sont en train de décimer une culture puis une communauté juive. Alors, toutes les mamans juives qui ont des bébés capotent, toute la gang, là. Et lui, il est dans les bras de sa mère. Et il sent cette peur-là. Et d'ailleurs, le médecin qui faisait la tournée dans le village, voir si les enfants vont bien, bien, la mère appelle le médecin et lui dit « Écoutez, je ne sais pas quoi faire avec mon enfant. Il braille, il n'arrête pas de pleurer. » Et il dit « Madame, vous êtes de confession juive? » Il dit « Oui, je veux juste vous dire qu'actuellement, toutes les mamans juives ont des bébés qui braillent. » Parce qu'ils absorbent tout ça. Oui, parce que tout le monde sait qu'est-ce qui est en train d'arriver aux Juifs en Europe à ce moment-là. Donc, lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il est capable de dire que dans cette situation-là, il est dans les bras de sa mère, puis sa mère est en train de lui envoyer un message indirect comme quoi, pendant qu'elle est trop inquiète, elle est trop affairée à savoir qu'est-ce qui se passe, pendant qu'elle a son bébé dans les bras, elle ne s'occupe pas de son enfant. Donc, lui, il ressent cette espèce de rejet, cet abandon, cette insécurité-là, et ça lui envoie un message comme « Mais maman m'aime pas ». Ça veut dire que si elle m'aime pas, j'en vaux pas la peine. Alors là, il va développer de son enfance, à partir de ce moment-là, et c'est là que ça avec quoi je m'identifie, il va se déclarer à l'intérieur de lui-même « OK, bien, si je ne suis pas aimé, je vais m'arranger pour être indispensable. À défaut d'être aimé, moi, tout faire pour qu'on ne se passe plus de moi. » Ça fait de lui un estifi de bon médecin. Ça fait de lui un premier de classe. Ça fait de lui un gars qui veut séduire. Ça fait de lui un gars qui se dit « Vous ne serez pas capable de vous passer de moi. Vous n'êtes pas capable de m'aimer, mais je vais m'arranger pour que vous ayez besoin de moi. » Et probablement que même ce gars-là n'a pas les souvenirs d'avoir été dans les bras. Là. Ce n'est que de l'absorption émotive. Là. C'est ça. Alors moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans ce sentiment-là de « Aïe, aïe, on m'aime pas » ou « Je sens qu'on ne m'aime pas ». Qu'est-ce que je peux faire en conséquence? T'sais? Alors, tu en fais des simagrées pour être aimé. T'attires l'attention. Ben oui. T'attires l'attention. Tu veux être aimé, tu veux être beau, tu veux être le premier ou tu veux... Le clown de la classe. Tout à fait. Tout à fait. Alors, imagine à 34 ans, parce que ce que le docteur Gabor Maté dit, mais ça, quand tu grandis en carence affective et émotionnelle, ça affecte ton cerveau. Ce qui fait que ton Je savais que tu avais un cerveau affecté, toi. Mais check bien ça va peut-être te parler aussi, mon beau. Je suis très affecté. Mais tu sais, ça fait que moi, mes niveaux de dopamine, de sérotonine, puis d'endorphine, puis d'adrénaline sont peut-être pas les mêmes qu'une personne, j'allais dire, parfaitement équilibrée si elle existe. Alors moi, quand je prends une substance, ça me fait beaucoup plus d'effet que quelqu'un qui est complètement équilibré. D'ailleurs, mettons si je suis dans un party, la preuve, le célèbre soir où j'ai fumé mon joint, je suis avec 3 autres personnes, un couple d'amis et moi. Je suis le seul, probablement, qui a une addiction en développement ou en dormance. Les 3 autres, pas pantoute. Eux autres, là, après leur party, là, qui ont fumé un joint avec moi, là,
ils sont capables de passer des semaines et des jours et des heures et des années sans même reconsommer. Moi, viens de découvrir ça, je me dis, wow, c'est quoi ça? Là, je ne peux plus m'en passer. C'est quoi? Là, je vais avoir une quête incessante de chercher des buzz avec ce joint-là pour je ne sais pas combien de temps encore. Donc, pour répondre à ta question, Alex, c'est quand tu as consommé, c'est à partir de quel moment c'est devenu un problème? Ça devenait déjà un problème. C'était un problème. C'était un problème parce que c'est plus une problématique de quantité de substance, mais le nombre d'heures par semaine que j'y pense à consommer. Que j'investis, quand est-ce que je vais consommer, quand est-ce que je vais aller me chercher cette consommation-là, comment je m'arrange pour la payer, cette consommation-là. Et là, tu échafaudes des projets, bien là, il faudrait que je fume, mais il ne faut pas que ça paraisse à la job, il ne faut pas que ça paraisse devant ma blonde, tu comprends? Alors, c'est là que c'est devenu déjà un problème. À quel moment le concombre devient un cornichon? Oui, puis redeviendra-t-il un concombre? Jamais. C'est ça. No more. Puis, Jean-Marie, pendant que tu me parlais, j'ai eu un flash de Éric et moi qui disions ouais, tu as été envié, là, parce que là, tu étais le sportif. Tout. Ça te faisait-tu chier, ça? D'être envié? Ben, c'est-à-dire que, tu comprends-tu, c'est comme paradoxal. C'est-à-dire que, le réflexe que. Parce que moi aussi, là, j'ai vu cette image-là, publique de presque first in class, là, Richard Gere, là. Mais on peut pas. C'est un beau modèle. En plus, mais... c'est bouddhiste. C'est parfait. mais à la limite, Jean-Marie, flawless, là. Oui. Tu comprends? Non, ça peut pas être lourd, au contraire, parce que j'ai souffert d'abandon, j'ai souffert de rejet. Plus ça répond à son besoin. Ça nourrit ça. Ben oui, au contraire, pour la première fois de ma vie, à 28-30 ans, j'ai des abdos, je suis mince, j'ai les cheveux frisés, je pogne, j'ai accès à ce que j'ai jamais eu de toute ma vie. Parce qu'avant ça... Ben non, oublie ça, oublie le projet. Okay. Là, il y a des filles qui viennent me voir, qui viennent me regarder, qui, un an avant, se serait même pas retourné pour venir me jaser. Donc là, c'est comme si j'avais gagné un gratteux, là, puis j'avais gagné un gros montant. J'ai gagné le gros lot. Oui, t'es assez gratteux, d'ailleurs. Mais pas vrai, ça. Mais avec le recul, est-ce que quand tu regardes quand tu regardes cette période-là, est-ce que pour toi, c'est un moment qui... c'était déjà comme... Il y avait de quoi de naissant dans ce nourrir comme une bête? Bien, probablement. Puis quelque part... J'applaudis le jeune joueur du Canadien de Montréal ou de toute équipe professionnelle qui vient de signer à 19 ans un contrat de 8 millions. J'applaudis s'il est capable de rester stable, s'il est encadré puis qu'il ne part pas en fou parce que ça demande une très grande sagesse et de vigilance pour être capable de gérer cette abondance-là. Alors moi, à 28-30 ans, je suis pas ferré. T'es pas frémé, comme on dit en québécois. Je suis pas frémé pour gérer l'abondance. Même si les deux, vous venez de... les deux, normalement, il devrait y avoir une espèce de... C'est pas parce que t'es... Pas de l'encadrement autant que, dans l'ADN, là, quasiment. Ouais, mais c'est pas parce que je te dirais, t'es dans un milieu comme ça que tu nécessairement hérites de toutes les qualités pour faire face à ça. Ouais. Tu sais, la célébrité que nos parents ont vécue, je veux dire, on a été obligés de la vivre, nous autres. Oui. Tu comprends? Parce qu'on était les fils de. Plus tard, on s'en est servi parce que, heureusement, la vie a bien fait les choses. On s'est retrouvés à faire une émission qui s'appelait Les Fils à Papa. Mais sinon, avant ça, moi, il y a un bout où c'était lourd, là. Moi, je me promenais, mon père faisait son marché, puis en arrière, c'est le fils d'Édouard Rémy. C'est Édouard Rémy. Puis, tu sais, même moi, quand je parlais à mes chums, je te dirai pas ça, tu vas le dire à ton père, il va le décrire. Tu sais, non, tu comprends? Fait qu'on vit à quelque part, oui, il y a un côté positif à être dans l'œil du public, mais en même temps, c'est lourd à porter. Quand tu es un enfant, tu n'es pas équipé pour ça, là. Éric, ton père, c'est presque le premier, le pionnier du genre. C'est ça, mais du potin artistique, grosso modo. Du journalisme artistique tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'avant, on n'avait pas cette industrie-là. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des petits journaux jaunes qui étaient vraiment des journaux à potin. À un moment donné, on est passé du potin à la nouvelle artistique, puis on s'est créé un star system. Et Édouard était un des engrenages importants de cette époque. Oui, absolument. Ben, il était à la bonne place au bon moment, puis ça a bien à donner. Puis ça a donné le star system qu'on a aujourd'hui. Mais moi, je vivais ça. Moi, je voyais mon père à la télévision, je l'entendais à la radio. Je le voyais quand notre vie changeait. Là. On est passé d'un chalet à un château, je l'ai dit un petit peu plus tôt, puis c'est vrai. Là. J'ai vécu un peu ce que les Lavigueurs ont vécu quand ils ont gagné le puis, quand tu es dedans, tu le vois pas à la hauteur souvent. Parce que même dans ton cas, Jean-Marie, pour les plus jeunes, là, les gens ne se doutent pas à quel point à un moment dans la carrière de ton père, c'était international. C'était
l'équivalent de Letterman, là, donc Carson. Non, il est allé au Ed Sullivan Show Ed avec Sullivan. les Géraud-là, Ouais, c'est mais ça. c'est surtout, oui, parce que là, il y a eu les Géraud-là, ils ont fait la pluie et le beau temps pendant une Mais vingtaine c'est sa d'années. carrière solo aussi. Là. Mais Aussi. ça a décollé encore plus dans la stratosphère quand papa est devenu Jean Lapointe solo, tu sais. Mais les gens, tu sais, même toi qui étais dedans, c'est avec du recul que tu t'aperçois à quel point c'était immense. Là. Ben, en fait, c'est immense. Tu le réalises quand tu as des amis qui t'invitent chez eux, puis là, tu vois qu'ils habitent dans un bloc appartement, dans un 5,5. Tu réalises quand tes amis ont une toute petite maison, puis qu'ils ont une voiture pour toute la gang. Nous autres, on avait une voiture chaque enfant. Puis mon père, dans ces années-là, il avait sa Mercedes. Ma mère avait une Mercedes, puis c'était même acheté une Rolls-Royce qu'il gardait dans le garage, qu'il a gardé pendant quelques années. Donc, nous, on a vécu dans cette extrême opulence-là, et ce n'est que quand tu côtoies d'autres personnes Quand tu compares, tu fais, attends, c'est pas tout le monde qui a ça. Exactement. Là, ouais. Puis que tu penses que c'est facile, vivre dans une grosse maison à Outremont avec quelques millions, tu le réalises, mais tu réalises pas. Et surtout, l'entourage de papa, il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très riches qui viennent nous voir. Puis, tu sais, c'est quasiment banal qu'un Charles Aznavour vienne manger à la table chez toi, tu sais, il débarque en Montréal, puis il est autour de la table avec Michel Drucker. Bon, tu sais, je pourrais aller dans le name dropping, puis Éric aussi. Ah, ben non, mais évidemment. ce que je peux te dire, c'est que nous, on vit dans une vie qui est plus que de la ouate. C'est de la ouate bordée de fil d'or. Mais c'est une vie extraordinaire qu'on vit de façon ordinaire. Moi, je la décrirais oui, comme bien ça. dit. Oui. Non. Puis, en fait, pourquoi je parle de ça, c'est que après ça, quand, tu sais, dans l'œil du public, même cette relation avec l'abus de substances, ça devient comme... Pour toi, ça devait être un jeu de masque incroyable parce que tu portais déjà cette espèce de... Mais le plus drôle, puis je pense que c'est le plus important à dire, c'est que la maladie de l'addiction, de la dépendance, elle est plus forte que la raison. Elle est plus forte que tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu as beau avoir eu une mère qui est morte d'alcool, tu as beau avoir eu un père qui a vécu l'enfer de cette prison-là de l'addiction. T'as beau avoir eu un père qui a gagné sa vie dans le showbiz et qui t'a montré comment faire. T'as beau te dire, parfait, je suis prêt, je suis frémé, je sais ce que je dois faire, je sais sur quoi je dois pas non plus marcher pour pas tomber. C'est plus fort que toi. Si ça te frappe, tu tombes dedans pareil. C'est là que j'ai réalisé que, wow, soyons humbles avec la maladie de l'addiction parce que t'as beau tout savoir ça, au niveau du cartésien, mais à un moment donné, là, quand tu as une fragilité, là, puis il y a Victor Hugo qui a dit quelque chose, là, ça va sonner négatif avec, on parle de l'addiction, mais il a dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Mais quand ton heure est venue de tomber dans dope, dans le sexe, ou dans ci, dans ça, puis que tu es complètement démuni, watch out, man. Mais la rédemption est possible aussi. C'est ça qui est merveilleux. Mais je peux te dire qu'entre le moment où je suis tombé puis que j'ai voulu me relever, là, cet espace-temps-là, là, c'est tough en maudit. Mais tu as une gestion de vernis. Tu sais, dans le sens que l'image a un vernis. Là, oui. Tu as une gestion de vernis à faire. Tu peux. C'est-à-dire que tu te poses la question si. Tu as une image publique. Même si tu vas dans une soirée, mettons, dans un bar, puis tu veux t'arracher à la face. Là, oui. Probablement que quand c'est arrivé, tu avais moins l'idée. T'es moins anonyme qu'un anonyme. Oui, en fait, puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai découvert les substances tard dans ma vie. Et quand je me suis séparé et divorcé, la récréation venait de commencer. Là, j'en ai fait des raves. Là, j'en ai fait des parties. Hey, on a fait un ensemble. On a même fait un ensemble. Sauf que, tu sais, moi, à ce moment-là, à cause de mon image publique, je m'étais toujours juré, jamais vous allez me voir sur le speed ou sur l'ecstasy ou sur des substances en public. Je voulais pas que les gens... Parce qu'en plus, j'étais impliqué avec des ados en thérapie. Je faisais du bénévolat à Sainte-Justine avec des enfants en fin de vie. Impliqué dans l'Enfant Soleil. Plein d'implications. Donc, je me dis, ma face publique ne doit pas être affectée par les substances. Si je m'envoie en l'air avec ma blonde, puis que là, j'ai pris quelque chose pour avoir un peu plus, pour agrémenter le party, ça ne me regarde que moi et ma blonde, tu sais. Mais au niveau public... attention à ça. Ah oui. En public, je voulais pas me présenter. Moi, je m'en sacrais. Oui? Ah oui? Mais oui. Tu sais, moi, je me suis dit, à un moment donné, je suis ce que je suis, puis je vais vivre le trip que je vais vivre. Tu sais, je l'ai fait une fois, un rave avec Jean-Marie. Puis moi, j'ai fait, bon, on va le vivre, mais il m'a y aller au bout. Fait que j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Je me suis dit, ben, garde, tant qu'à le faire. Tu sais, si tu sautes en bas d'un avion et tu n'as pas le parachute, ça marche pas, là. mais en même temps, tu vois, c'est deux gestions. J'appelle ça la gestion du vernis. Tu sais, parce que l'image publique, tu sais, c'est comme un vernis. Oui. Tu sais, c'est une image vernie. Mais Jean-Marie, il est très, je te dirais,
il est peut-être plus conscient que moi, je Et sais discipliné. pas. Je pense que c'est ma discipliné, je pense que c'est discipline. ça. Ouais, Puis moi, je te l'ai dit, j'étais un petit Chris. Fait que, tu sais, c'est ça pas te parce que suivait, là. c'est pas parce que j'ai vieilli que, tu sais, Et ça te plaisait. ben, ça me plaisait parce que j'aimais ça, être un peu champ gauche, tu comprends? Je voulais, moi, j'essayais de choquer les gens d'une certaine façon tout au long de ma vie, tu comprends? Justement pour attirer l'attention parce que j'avais besoin d'attention. Mais tu as un côté délinquant Oui, c'est que vrai. je reconnais moi aussi avoir, mais quand Éric décide de chier, là, il le fait. Tu sais, il n'y a pas longtemps, il se ramasse, il se sépare, il s'achète une moto, Oui. il fait le fou. Je dis, wow, ben tant mieux. YOLO. YOLO. Oui, Yes, you only mais live once. Puis t'as raison. Puis moi, pas longtemps après, je fais la même affaire. Je m'achète une moto. Puis on a ridé ensemble cette année pour Moto Balade, qui est pour un organisme. Donc, tu sais, on se gâte, on se fait plaisir. Puis on va prive chercher pas. notre buzz ailleurs. Ouais. Oui, mais oui. Puis, dans ton cas, Pour Jean-Marie- une bonne cause en plus. Oui. Exactement. Mais Dans- lui, il y a toujours une bonne cause. C'est comme il se juste- cache une bonne cause tout le quelque part. temps. Tu sais, C'est moi, le nom de famille. Non, Tu sais, mais qu'est-ce que tu veux disais- faire? Oui, je disais qu'il marchait sur le trottoir et qu'il remerciait les dalles de trottoir de ciment quand il marchait dessus. Tu sais. C'est ce genre de gars-là, Jean-Marie. Il remercie le trottoir quand il marche dessus. Si tu viens de ma phrase. Mais c'est Il ça, est tellement Jean-Marie. fin. Tu le disais quand on faisait les fils Oui, à papa. oui. Elle disait, il est tellement fin, lui. Il remercie le trottoir quand il marche dessus. Mais en même temps, ça aussi, tu sais, Il y a cette image-là. oui, Du puis bon gars. non seulement l'image, mais tu sais, Il ton, l'est. ton père aussi a Oui. mis sur la carte, sous l'œil du public, Oui. ce côté-là. En tout cas, avant, pour moi, la maison Jean-Lapointe, c'est un symbole. Là. C'est au-delà de la maison puis du centre de thérapie. Il y a Oui. une image là-dedans qui a été présentée au public de « By the way, guys, là, c'est pas juste tout beau, là. Ben, c'est Non. le Betty Ford du Québec, là. Puis tu vois, quand tu dis, il y a une histoire avant même de voir l'édifice, la maison Jean-Lapointe. Il y a un homme qui incarne la rédemption, qui incarne la souffrance aussi, qui Exactement. incarne la dépendance, mais aussi qui incarne le rétablissement. Il en a donné son nom. C'est un petit peu comme les maisons Martin-Matt. C'est un peu comme ce que fait Véro et Louis Absolument. pour les personnes qui ont une personne autiste dans leur Exactement. entourage. Mais à l'époque de Mad Men, où ce que, tu sais, ils se buvaient du scotch tu sais, sur le bureau pendant que les gens tu sais, faisaient du brainstorm, là, tu sais, tu comprends, Mais c'était à cette époque-là, là. Tout le monde avait ça, son petit Ben bar oui, dans le bureau. là. exactement, c'est ça que je dis, mais ton père a mis ça comme à l'œil du public. Ben, c'était le premier et comme modèle, moi j'ai eu mon père puis j'ai eu Yvon Deschamps. C'est drôle parce qu'Yvon Deschamps, je le côtoie à cause du défi sportif Altergo pour les personnes qui ont des limitations, des personnes qui ont des handicaps. Je suis devenu porte-parole, ça fait presque 20 ans. Mais tu vois, Yvon, c'est un pionnier qui avait troqué sa célébrité pour des gens qui vivent vraiment l'enfer. Personne handicapée dans les années 70, ça s'en arrache, là. Absolument. Ça n'a pas beaucoup de visibilité. Papa a fait la même affaire avec les alcooliques et les toxicomanes. Il a troqué, il a prêté, il a donné sa visibilité, puis pas juste ça. Sa notoriété, visibilité, ouais. Merci, c'est le mot. Mais La il s'est même notoriété. servi de ça aussi pour éventuellement Pelado. Je pense dans Même l'ordre. affaire. C'est ça. Tu sais, ça a comme créé des petits Ça a de fait des personnalités publiques qui avaient. En parlant de petits, il y en a eu pas mal, Jean Lapointe, puis Et calvaire. Pelado avec. Là. Mon père, Comment est-ce qu'il y a eu d'enfants, Mon Pelado? père, Pelado, je ne sais pas, toi, tu en connais une gang dans la famille, Oui, moi c'est aussi, ça. mais il a fait ça en plusieurs versements en plus. Mon père, il a fait ça en 2 versements. Première gang, 3 filles d'une première réunion, puis avec ma mère, il y en a eu 4. Pelado, je ne sais pas combien de femmes, on je ne sait sais pas plus. combien d'enfants. On ne sait plus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu sais, c'est un don de soi incroyable. Tu sais, que tu décides de. Ben, Tu sais, je parlais de l'histoire de Verny. C'est un risque que tu prends quand tu te confies sur le Mais ça fait dépend. que Si tu. t'es bien... Il arrive un moment dans ta vie, si tu es assez solide pour prendre le bâton de pèlerin de n'importe quelle cause que ce soit, ça peut pas être à ton détriment. Tu comprends? Si la cause est valable... Oui, mais Eric, aujourd'hui, la vulnérabilité est monnayable. À l'époque, je pense pas que ça l'était autant. Pas autant, non. Non, t'as raison. C'est Non, vrai. puis ça Tu prenait du comprends? guts quand papa a fait son coming Oui, out. parce que là, c'était des ivrognes, hein, on parlait pas d'alcoolique. Exactement. Tu viens de le dire, ça Oui. prenait du guts. Moi, je me rappelle, on est à Villemont-Royal à ce moment-là, on n'est pas encore dans la grosse maison Outremont, et papa venait de faire son coming out. C'était sur la couverture du magazine le lundi, et c'était écrit en grosses lettres. Il y avait une photo, gros plan de papa sur fond noir. « Bonjour, mon nom est Jean Lapointe, je suis un alcoolique. » Ça m'avait frappé. Ben, je comprends. Et que c'est là que je réalisais que, OK, papa vient de l'annoncer. Tout le monde va savoir ça. Tout le monde va le savoir. Ce qui était aussi honteux dans notre famille s'est transformé
en un mouvement de sympathie. Rapidement? Rapidement. Ensuite, la maison ouvrait, la maison de Jean Lapointe, et ensuite, on faisait des télétons Oui. pour ramasser des fonds. Et là, je t'y vais la première fois TV. Ah oui? Ben oui. Tu me voyais broyer avec mon père. Ben Gage? oui. Ah Ben oui, oui. c'est sûr. C'était beau. C'est- Tu l'as encore. Ça... Quand Il reste est-ce... du temps un peu, là? Il reste Oh, combien de oui, temps? oui. Bon, on est Ouais, dedans. tu parles beaucoup, on est je dedans. trouve. Oh my God. J'adore ça. Jean-Marie, quand est-ce que, tu sais, Je suis plus là, moi, quoi. Oui, non, mais Eric, c'est parce peux partir. que moi, je vais arriver au point où est-ce que... moi, je vais arriver au même point Ben d'Éric, non, je qui est niaise, ta je niaise. ta deuxième thérapie, t'en Oui. sors, puis là, on Oui, va oui. arriver à ça. Tu sais, Vas-y. c'est-à-dire, Jean-Marie, ça casse quand? Moi, j'ai eu des moments j'allais dire, d'éveil dans ma vie. Le fait d'avoir commencé à pratiquer la méditation au tournant des années 2000, ça a toujours été, et la présence spirituelle dans ma vie, ça a toujours été une forme de référence qui me disait reste conscient, sois conscient. Et que, en dedans de moi, il y avait toujours une petite voix qui me disait oh, yoï, t'aimes ça, hein? Tu l'échappes. T'aimes ça consommer, hein? Oh, yoï, t'aimes ça. Puis ça n'a jamais été de la surconsommation en Ça n'a termes pas de... été seulement les substances, Jean-Marie. Ah non. Il y a eu aussi l'entraînement. Il y a eu, Exactement. tu sais, il y a Les eu troubles différentes- alimentaires, Oui. l'entraînement, les troubles alimentaires, Les femmes. ça a été tellement des preuves que je n'étais pas frémé solide en dedans de moi. Et j'avais toujours cette espèce de conscience-là que, hey, faut que je fasse attention, Et j'ai assez réalisé rapidement que ça ne peut pas fonctionner. Et je peux pas dire que ça a été tough à arrêter de consommer, honnêtement. Puis je peux même pas te dire ça remonte à quand. Je le sais que ça fait au minimum 10-12 ans. Mais la journée, là, je pourrais même pas te le dire. Parce que j'ai arrêté progressivement. À un moment donné, il y a peut-être 15 ans, 16 ans, ça a été le pot. Il y a peut-être 13 ans, ça a été le cannabis. Pas le cannabis, l'alcool. Puis après ça a été d'autres substances. Donc, il y a eu sur une longue période une succession de stops. OK, plus ça, plus ça, plus ça. Et que tout ce temps-là, je me disais, bon, mais je suis mieux, moi, pas de consommer. Fait que tu as fait des adieux progressifs. Oui, à chaque substance sur une longue période d'années. Puis je peux te dire, au moins, ça fait 10, 11, 12. C'est flou. Il faudrait que je regarde dans un agenda, là, mais je le sais parce que c'était autour de mon anniversaire, il y a plusieurs années que j'avais pris ma dernière substance. Puis c'est pas ça qui était tough. L'arrêt de la substance, puis d'arrêter d'avoir un buzz, ça a été pas ça. Ça a été beaucoup plus les pensées, les obsessions et les comportements. Parce que tu l'as dit, si c'était pas les femmes, c'était la moto. Si c'était pas la moto, c'était le bénévolat. Si c'était pas le bénévolat, c'était l'entraînement. Donc, je pouvais compulser dans d'autres actions ou dans d'autres comportements. L'autre porte qu'on essaie d'ouvrir, là, ouais. Et toi, est-ce que tu as eu ça? Tu sais, quand tu as fait ta deuxième thérapie, tu es sorti, est-ce que... C'est-à-dire que la deuxième thérapie, c'était une thérapie cognitive en 2002 qui avait déjà allumé, je te dirais, des lumières. C'est là où j'ai identifié la dépendance affective. J'en ai parlé un peu succinctement, mais c'est quand même, pour moi, en tout cas, ça, c'est ma définition à moi, là. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais j'ai l'impression que la dépendance affective, c'est la racine, si tu veux, de toutes les autres dépendances, si tu veux. Pour moi, OK? Oui. Et parce que moi, j'ai perdu ma mère très tôt, j'ai été séparé, bon, etc., etc. Là, je parle à la naissance. Moi, je suis né prématuré, j'étais dans un incubateur. Ensuite, j'ai pas été vraiment avec ma mère, bon, etc., etc. Donc, toutes ces conditions-là m'ont amené à avoir chez moi un déclenchement de dépendance affective. Et la dépendance affective m'a amené, selon moi, vers les dépendances de substances. Et ensuite, de reconnaissance, de travail, de sexe, etc., etc. Donc, moi, quand j'ai décidé d'arrêter, ça a été parce que, je te l'ai dit, je prenais un verre de vin. Moi, j'étais pas un gars qui consommait dans les clubs plus jeunes, mais beaucoup plus vieux. Moi, j'étais chez nous le soir, je prenais un verre de vin devant la télévision ou sur la terrasse, tranquille. Mais c'est quand je me suis vu aller, parce que, tu sais, tu peux mentir aux autres, mais tu peux pas te mentir à toi. Absolument. Et j'ai vu ça. Je me suis vu, puis j'ai fait « Oh, je m'en vais dans le mur, là. » Et à un moment donné, j'ai adressé le problème en me disant « Ça n'a pas d'allure. Tu comprends? Je vais mourir de ça. » Je me voyais mourir. J'ai pas eu d'accident, tu comprends? J'ai eu des blackouts dans ma vie, là. Mais pas à cette période-là, pas à cette période-là. Non, c'était pas à ce point aigu, sauf que, ayant des responsabilités familiales, des responsabilités professionnelles, en ayant un certain taux de maturité aussi, je ne suis pas obligé de me rendre dans le mur. Tu sais. Fait que j'ai arrêté avant.
j'ai adopté un mode de vie que j'avais connu très longtemps auparavant. Mais cette fois-ci, plutôt que de simplement en être, je te dirais, témoin et de l'entendre, je l'ai écouté et je l'ai adapté à ma vie. Puis rappelle-toi, Éric, tu sais, on parle de dépendance puis des conséquences de nos actions puis de notre dépendance. Ouais. Quand c'est rendu que ton entourage souffre à cause de tes comportements, à cause de tes substances, puis tu sais, rappelle-toi, au fils à papa, quand Éric souffrait d'une grave dépendance affective, il était dans une relation toxique. Violente. Oui, puis il y avait de la violence physique. Oui. Puis c'était pas lui, là. C'était l'autre. Oui, c'est ça. Il a violenté. Puis, tu sais, des hommes qui ont été capables de parler ouvertement comme quoi, écoute, j'ai beau être un homme, j'ai beau être frémé, solide, mais c'est moi qu'on battait. Ben, écoute... Tu parles de tabou, là. Ben oui, de Ben, tabou. je l'ai payé cher, je vais dire. Ah oui, puis ça, cette période-là, c'était fou parce que à la fois, Éric, il est sous les feux de la rampe, c'est une vedette. Ouais. On gagne bien notre vie. Mais Tu sais, on est gâtés. On a une émission de télé, on gagne notre vie, on est aimé, reconnu, applaudi, puis en même temps, il vit l'enfer dans sa relation affective. Puis que je peux te dire que ça, nous, on en a souffert, puis on se sentait impuissant, puis on se dit, mais ça va finir comment? Elle va le tuer, Calice. Elle va le tuer. Parce que c'était su, tu sais, dans le sens que tu te confiais. Ben, Jean-Marie, oui. Jean-Marie, c'est mon petit frère. Okay? Ouais. C'est pas juste un collègue de travail, c'est vraiment mon petit frère. Puis, il fallait que j'évacue à quelque part, tu comprends? Puis, j'avais beau essayer d'arriver avec des excuses. Bon, non, c'est la porte d'armoire qui m'est tombée. tu comprends? Ouais, tu commences à manquer de porte d'armoire. Tu manques de porte d'armoire. Puis moi, pendant tout ce temps-là, je me disais, je suis fort, moi, je vais être capable de baser au travers de ça, tu comprends? Puis cette fille-là, je l'aime, puis je me dis, mon Dieu, c'est ces douleurs qui font qu'elle fait ça, puis regarde, je suis plus fort qu'elle, puis je vais l'avoir. Tu sais, puis c'est pas... Comment je te dirais? La dépendance affective t'a amené où tu aurais pu mourir, puis que tu aimais tellement cette femme-là, au détriment de t'aimer toi-même, que tu as encaissé beaucoup, tu as pensé la sauver. C'était ça, mon but, c'était pas de me sauver moi, c'était de la sauver elle. Puis tu sais, en même temps, juste pour qu'on comprenne la dynamique, parce qu'il y avait un gain là-dedans. Il était avec une femme magnifique sur le plan physique. Oui. Il y avait des tripes de cul solides que moi, j'enviais. Puis quand il nous racontait ces tripes de fesses, je me dis, j'ai-tu une vie plate, mon calice? Puis là, je me dis, wow, alors il passe pour The King in the City. Oui, là. Je l'ai l'affaire. Il a son trophée d'un bras, puis il se promène avec. Moi, je le regarde, wow, mais à quel prix? Oui, je le paye cher. Ce que j'allais dire, c'est que ta dépendance affective t'a fait passer à travers ce qu'on voit de dépendance de substance. Là. C'est-à-dire que tu vas en mourir. C'est la même affaire. C'est le bas-fond total. Tu Exactement. comprends? Plutôt que c'est pas un bas-fond d'alcool ni de drogue, mais de dépendance affective. Moi, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, puis à un moment donné, il a fallu que je coupe les ponts, puis que j'arrête, puis surtout que je fasse une rétrospective de ce qui m'avait amené là. Tu comprends? Ça a été long. Mais aujourd'hui... Puis même, tu vois, il n'y a pas longtemps encore, en novembre de 2017, j'ai vécu une autre séparation. Ça a été très dur, mais ça n'a pas été aussi dur que cela avait été avant. Ça a touché d'autres choses. Puis c'est d'autres choses. À chaque fois, tu sais, je dis que quand tu manges un coup de pied dans le cul, tu avances de 2 pieds. Ben, tu avances pareil, tu comprends? Oui. Mais moi, j'ai avancé, là. Tu comprends? Je me suis pas... J'ai pas été dans l'immobilisme. J'ai adressé cette problématique-là en me disant, OK, je vais prendre 50% du 100%, OK? Puis il m'a regardé, c'est quoi mes failles, c'est quoi mes fautes, puis qu'est-ce que je peux régler pour que la prochaine fois, quand je vais être en relation, je vais être un meilleur homme. Bien, c'est ça que j'ai fait depuis novembre 2017, et ça fait pas longtemps que je suis en relation avec une autre femme, mais tu sais, je suis pas resté les bras croisés, là. J'ai consulté, j'ai été dans des ateliers, j'ai écrit... Moi, j'écris un journal à tous les jours, je m'occupe de moi, tu sais. Je mets énormément d'énergie à identifier quelles sont mes failles, mais surtout, où est-ce que je peux m'améliorer? Tu comprends? Puis il faut que ça soit travaillé, sinon ça meurt ou ça te tue. Là, je veux dire, dans le sens que je pense que ça te rattrape. Comme tu parlais de l'image des portes, c'est vraiment ça. J'arrive un peu à l'heure, mais aujourd'hui, comment ça va? Très mal. Ça arrêtait le bout, hein? Ça arrêtait vraiment le bout qu'il nous reste encore 1 heure à faire parce qu'il faut qu'on soit Éric. Imagine, on veut on veut se laisser sur une belle touche d'espoir. Ça va terriblement le gars, il mal. s'effondre à la fin du podcast, il broille comme une madeleine. Là. Justement. Quel beau mangeur de marde. Il nous a envoyé là, des belles pistes. Mon pote, c'est bon. Ça aurait été écœurant, mais bizarre. Comme hôte, j'aurais eu de la misère à jongler avec ça. Tu sais. Et là, c'est là que je vois l'humoriste raté. Exactement. Il gagne pas sa vie, mais maudit que t'es drôle. Je t'ai toujours trouvé drôle, Éric. Merci, T'as Joe. des expressions qui sont tellement drôles. Mais effectivement,
l'humour est un remède. Écoute, ma phrase à moi, c'est « Les drames Merveilleux. d'aujourd'hui seront les anecdotes de demain ». C'est ce qu'on vient de faire pendant presque une heure déjà. Absolument. C'est vrai. Mais moi, de mon côté, là, j'ai un entourage de 3 amis proches qui me l'ont joué dur dans mes pires moments. Là, tu sais, de l'humour là, sauvage qui se répète pas, qui se répète même pas. Là, ça n'a pas de bon sens. Si c'était pas de ces gens-là, cette quête-là à avoir une paix, là, ça aurait été bien plus tough que autrement. Mais pour répondre à ta question, tu permettras, je vais te bien? dire ça va très bien. Oui. Très, très bien. Je vis... Appelle-le Monsieur le maire. Je suis en politique municipale, ça fait déjà depuis plusieurs années, mais tu sais, là, j'ai trouvé... Tu sais, les premières années, t'as un peu le syndrome de l'imposteur, parce que c'est un nouveau monde. Il y a beaucoup de terminologie qui se rapproche du légal, donc c'est tout un apprentissage à faire. Puis à travers ça, ben, l'homme que je suis aussi s'est amélioré, tu sais. Il y a eu de la sobriété, il y a eu de la discipline dans ma vie. Il y a eu aussi du don de soi. Moi, j'ai beaucoup donné à ma communauté et je continue à le faire. Je me suis décentré de mon nombril, puis j'essaie de faire profiter aux gens de cette expérience-là qui a façonné Éric Rémy aujourd'hui, pour essayer de partir d'un drame et d'en faire quelque chose de positif. Un exemple de ça, rapidement, je vais te dire. Je suis retourné à l'école, imagine-toi. Aujourd'hui, je manque une journée d'école grâce à vous, les gars. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est le bum en toi qui est... C'est le bum en moi qui foxe aujourd'hui. Mais tu sais, donc je suis en mode solution maintenant. Tu comprends? Là, je vais faire une équivalence secondaire 5. Je vais aller me chercher un bac en communication. Pas parce que j'en ai besoin, j'ai gagné ma vie là-dedans toute ma vie, mais j'ai le goût de régler des affaires, de patcher des trucs, puis d'arranger des affaires. Going full circle. Exactement. Boucler la boucle, régler cette affaire-là. Je suis, au niveau affectif, je suis solidement accompagné par une femme extraordinaire. Je pense avoir trouvé la personne avec qui je vais finir mes jours. Mais on ne peut jamais jurer de ça, mais 24 heures à la fois. Aujourd'hui, je le dis, et je le pense sincèrement. Puis, tu sais, je ne peux qu'essayer de finir cette histoire de ma vie de façon positive. Jean-Marie? C'est beau. Ben, ça ressemble beaucoup à ma vie dans le sens que, tu sais, quand tu dis les drames du passé peuvent devenir des anecdotes dans le futur, moi, ça devient plus que des anecdotes. C'est que mes drames, mes deuils, mes souffrances, mes périodes d'addiction, mes idées noires, mes tentatives de suicide et tout ça, ça m'accompagne parce que je le mets au service des plus démunis. C'est ça. Quand je vais dans la rue, quand je vais dans des familles qui vivent dans la précarité, dans mes projets professionnels, dans mes conférences, je me sers de mon vécu qui s'est transformé en espoir, mais il a fallu que la chenille devienne un papillon. Là, je suis peut-être en train d'être le beau papillon qui s'envole puis qui va bien, mais la période de transition a été pénible. Ça a été une dizaine d'années pendant laquelle tout était en train de se préparer. Et là, je suis en train de récolter cette période de difficulté, de disette et d'absence. Et là, je suis dans l'abondance. Mais cette abondance-là, je la mets au service du plus grand nombre possible parce que je sais que nos messages, ce qu'on échange depuis une heure, c'est des messages d'espoir qui peuvent aussi, je ne veux pas dire sauver quelqu'un, mais au moins de lui amener un peu plus d'espoir puis de l'inspirer. Donc, moi, c'est ça que je vis présentement. Combien de temps que ça va se passer? Combien de temps je vais être dans l'abondance? Je ne le sais pas et ce n'est pas important. Parce que je suis dans l'instant présent et je fais attention au niveau de mon mode de vie. Je ne dépense pas tout l'argent que je fais. Je t'ai dit gratteux, je te l'ai dit. Tellement pas. mais le pire, c'est que Mange la merde. j'aime ça parce que les deux, vous avez fait de cette expérience-là des lettres de noblesse. Oui. Tu sais, c'est devenu pour toi presque une carte de visite. Donc, tu sais, ça a bâti une certaine crédibilité, même dans des milieux hostiles. Là. Oui, mais en même temps, je peux même pas te dire que ça vient de moi. Tu sais, les grands missionnaires qui m'inspirent, que ce soit le Dalai Lama, le Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King, est-ce que c'est eux qui ont choisi leur mission de vie ou c'est la mission qui les a choisis? Moi, j'ai l'impression que c'est plus... Moi, c'est probablement plus ça. Parce qu'en toute humilité, je suis pas sûr, honnêtement, que j'aurais fait cette mission-là de mon plein gré. C'est arrivé avec les expériences, des échecs, des doutes, des convictions. Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, le chemin s'est dessiné. Tu sais. Puis Parker Palmer a dit une super phrase qui dit « C'est pas important ce que tu veux faire dans la vie, mais plutôt d'écouter ce que la vie veut faire en toi. » Et ça, je peux dire « Yes ». Ça, je l'ai fait. J'ai écouté ce que la vie était en train de me dire de plus en plus, puis de faire la différence entre ta petite tête qui parle, la voix qui est tout croche, ou ton cœur. Oui. Puis le discernement entre les deux, c'est pas toujours facile à faire.
Ouais, mais c'est le Jiminy Cricket puis le diable. Là. Tu sais, des fois, t'en as un qui s'assoit puis t'écoutes, t'es comme, tu sais, il me semble que c'est pas. Fait qu'il faut juste que tu sois, t'aies un peu de discernement. Puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais la foi est très importante. Tu sais. Moi, j'ai arrêté de mettre tout sur mes épaules. Il y a une puissance plus grande que moi qui s'occupe de ça maintenant. Que ta volonté soit faite plutôt que la mienne, c'est mon motto aujourd'hui. Tu sais, c'est mon motto. Même aujourd'hui, pour moi, c'est un des exercices. C'est probablement l'exercice le plus... je pense qu'on est des gens de contrôle. On est des gens qui aiment tenir ça à bout de bras. La preuve. C'est un des exercices les plus difficiles. C'est presque un épisode en entier, là, ça, pour moi. Plus facile à dire qu'à faire, ça, c'est clair. Absolument. Messieurs, merci énormément de votre temps. Tu sais, ça a été long, Jean-Marie. Tu as une réponse instantanée de l'appel que j'ai fait. Mais ça a pris quelques mois avant qu'on synchronise tout ça. C'est à cause de lui que ça a été long. Oui, c'est ça, c'est de ma faute. Là. mais merci énormément de votre temps. Très, très apprécié. Exactement. Moi, je suis humblement flatté de la réponse des gens. La réponse de l'auditoire aussi, ça me rentre dedans parce que moi, j'ai fait ça vraiment dans un élan. Tu parlais de... Quand ça t'appelle, là, je te disais plutôt que c'est un flash quasiment on passe de du nuit. coup de pelle à l'appel. Exactement, mais c'est... Ce qui est bon, il y a des one-liners. Du coup de pelle oui, à l'appel. C'est bon, hein? Ça peut être un beau livre, ça pourrait être en autobiographie, c'est bon, ça pourrait être le nom de On garde ça. autobiographie. Merci beaucoup, messieurs. Merci, là. Alléluia. Bye-bye.